Bessimana Tava. On va entamer l'étude de Masechet Nida, qui est la dernière Masechet du Chasse dans le cadre du Daf Hayomi, Be'ezrat Hashem. On fera le Siyum très bientôt. Et ensuite, on enchaînera directement avec Masechet Berachot, qui est la première Gemara de tout le Talmud. En effet, c'est à l'instar de Simchat Torah. Si vous l'avez remarqué, dès qu'on a terminé le Sefer Devarim, on a immédiatement enchaîné avec le Sefer Bereshit. Dans le sens où, chez le Ham Israël, on ne s'arrête jamais. On termine un livre, on commence un autre livre. Et c'est comme ça que, Be'ezrat Hashem, on arrive à cumuler toutes les connaissances de la Torah. Alors, une petite introduction par rapport au sujet de Nida. On le sait qu'une femme qui a saigné, qui a eu un écoulement, un saignement, dans le cadre de ses règles, des menstruations, ou bien, tout simplement, elle a eu un écoulement du sang qui a coulé de l'utérus, eh bien, elle devient Nida. C'est le nom qu'elle porte. Il y a deux sortes de femmes, soit Nida, soit Zava. Il y a tout un sujet long à développer. Il y a tout un sujet qui nécessite développement, mais je ne voudrais pas maintenant vous perturber parce que c'est beaucoup de calculs. Vous expliquer combien de jours de saignement pendant la période de Nida, combien de jours de saignement pendant la période de Zava, Zavaktana, Zavagdola, quel est le processus de purification, combien de bdikot il faut faire chaque jour pour qu'une femme puisse se purifier. C'est-à-dire qu'à l'issue de toute une procédure, elle va aller au mikvé, et ce n'est qu'après avoir été au mikvé qu'elle s'est trempée dans ce bassin d'eau de 40 CA, d'eau de pluie, ou l'eau de la mer, ou de l'eau de source. C'est là qu'elle va pouvoir devenir Tehora, pure, entre guillemets. Et évidemment, comme vous le savez, qu'une femme qui est Nida, si elle a une relation avec un homme, si ça s'est fait volontairement, sciemment, eh bien ils sont passibles de karet, du retranchement. Si c'était fait inconsciemment, eh bien à l'époque du Beth Amikdash, il devait apporter un sacrifice expiatoire pour se faire pardonner pour une faute involontaire, parce qu'il ne savait pas que c'était interdit, ou bien parce qu'il ne savait pas quelle était Nida, et ainsi de suite. Donc, on le sait, tout le monde connaît la loi de la Nida. C'est d'ailleurs ce qu'on enseigne aux jeunes mariés avant le mariage, c'est les lois de pureté familiale qu'ils doivent observer, respecter. Mais vous le savez aussi, que même sans aucun rapport avec le mariage, toute jeune fille, à partir de l'âge de la puberté, dès qu'elle a commencé à saigner, pour la première fois, désormais, elle est Nida. Et elle conservera ce statut de Nida, même si elle a arrêté de saigner, même si la période des règles s'est écoulée, puisque elle n'a pas été au mikvé, après toute la procédure nécessaire, avec toutes les vérifications nécessaires, elle conserve ce statut de Nida. Et si déjà j'en parle, je dirais qu'il n'y a pas que la relation intime avec une Nida qui est une infraction, mais même tout ce qui est lié à cette proximité physique, c'est-à-dire embrasser, enlacer, tout cela sont des attouchements qui sont interdits avec une femme qui a le statut de Nida, même son épouse, à plus forte raison celle qui n'est pas la sienne. Et au contraire, Hachamim, ce qu'ils ont fait avec son épouse qui est Nida, ils ont imposé des mesures de barrières de sécurité. Pourquoi? Parce qu'avec une étrangère, il y a une certaine distance, mais avec sa propre épouse, il y a une telle proximité, une telle facilité d'approche qui fait que, même pendant la période de Nida, l'homme pourrait glisser dans la faute. C'est pourquoi Hachamim ont dit que justement, lorsque son épouse est Nida, on n'a pas le droit, par exemple, de lui transmettre un objet d'une main à l'autre. Pourquoi? Quand on va faire ça, on va se dire, mais on est mariés, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de se transmettre la clé de l'appartement d'une main à l'autre, n'importe quel objet? Ah, parce qu'elle est Nida. Ah, parce qu'on n'a pas le droit de se retrouver. Et c'est ça ce qui va nous rappeler l'interdiction de la Nida.
Donc maintenant que je vous ai parlé de cela, vous avez une idée d'un concept connu qui est la Nida. Mais étrangement, c'est pas avec ça qu'on va commencer l'étude de cette Gemara. La Nida a deux aspects. Il y a l'aspect interdiction et l'aspect impureté. Je m'explique. Il y a de nos jours des halachot qui ne sont plus d'actualité, mais qui l'étaient à l'époque du Beth Amikdash. Exemple, offrir des sacrifices dans le Beth Amikdash, ce n'est plus possible de nos jours. C'était possible autrefois. On attend impatiemment la reconstruction du Beth Amikdash. Mais malgré tout, on étudie ces sujets, bien qu'ils soient théoriques, mais on sait combien Dieu apprécie notre étude. À tel point que celui qui lit et étudie le sujet des sacrifices, c'est comme s'il avait offert ses sacrifices à Dieu. Unshalema parim sefatenu. Nos lèvres, en lisant le sujet, les textes relatifs aux korbanot, c'est comme si on avait offert les korbanot. Il en est de même pour les lois de pureté et d'impureté. De nos jours, ça n'a pas d'incidence sur notre vie. Exemple, quelqu'un qui était au cimetière, il a touché un mort. On le sait que celui qui touche un mort devient impur. Le mort s'appelle Avi Avot Atum'a. La source d'impureté la plus intense, la plus puissante. Celui qui touche un mort, il devient Avatum'a. Celui qui va toucher celui qui a touché le mort, il deviendra Rishon Latum'a. Nachon. Et après ce Rishon Latum'a, s'il touche un autre homme ou un Kéli, il ne va pas le rendre impur. Il n'y a pas de contamination possible. Mais s'il touche un aliment, il va le rendre Rishon, il va le rendre Sheni Latum'a. Et ça s'arrête là. Mais si c'est un aliment kadosh, comme la terouma c'est le prélèvement des fruits qui ont poussé en Eretz Israël, que l'on devait donner aux Kohanim. À l'époque, on donnait aux Kohen la terouma. C'était 2% de la récolte agricole. Ça avait de la sainteté. Eh bien, la terouma, comme elle est kadosh, elle est plus vulnérable, elle est plus sensible à la touma. Il peut y avoir donc une contamination de Rishon la touma, de Sheni la touma à Shlishi la touma, du deuxième degré d'impureté à un troisième degré d'impureté. Mais ça s'arrête là. Et si on parle de la viande du korban, à l'époque du Beth Amikdash, quand on mangeait les korbanot, les sacrifices, le sacrifice, il est tellement kadosh qu'il est encore plus sensible à la touma. Et donc, il peut y avoir une contamination de Shelishi à Reviri. On peut arriver jusqu'à un quatrième degré d'impureté au niveau des aliments Kodesh. Alors, si on veut résumer, il existe Avi Avot Atum'a, c'est le mort. Il existe Avatum'a, c'est celui qui a touché le mort. Il existe Rishon Atum'a, c'est celui qui a touché le mort. Au niveau de la contamination pour des hommes et pour des kelim, ce n'est plus possible, mais on peut contaminer un aliment. S'il est houlin, jusqu'à Sheni Latum'a, deuxième degré d'impureté. Mais ensuite, ça s'arrête là, il n'y a plus de contamination possible. Sauf s'il s'agit de la terouma. Ça peut aller à un niveau supplémentaire, à un degré supplémentaire chez l'Ishi. Et si c'est Kodesh, ça va jusqu'à Reviri. Voilà pour ce qui est de la notion de contamination de Toum'a. Mais vous le savez, qu'il n'y a pas que le mort qui est une source d'impureté. Il y a toutes sortes de personnes que l'on qualifie d'impures, capables de transmettre la Toum'a. Par exemple, un homme Baal Keri, un homme qui a eu un épanchement, un écoulement. Il a perdu la Shirvat Zera. Eh bien, il s'appelle Tamé. Le jour même, il doit aller au mikvé et le soir, il est tahor. Il y a également le Zav. Zav, c'est une sorte d'épanchement aussi, mais c'était quelque chose un genre de maladie. La substance n'est pas comme celle du spermatozoïde, c'était une substance, on va dire, plus épaisse et farineuse qui ne coule pas par éjaculation. C'était une perte de liquide, comme ça, qui rendait la personne impure, qui s'appelle Zav. Il y avait Zav Hamour, un Zav qui a eu un ou deux, qui a eu
un écoulement, il est tamé qu'un seul jour. S'il a eu 2 écoulements, il est tamé 7 jours. S'il a eu 3 écoulements, non seulement qu'il était tamé 7 jours, il devait apporter un korban le 8e jour. Donc on a par exemple le zav, la zava, la femme qui a eu un écoulement de sang pendant 3 jours consécutifs. Elle s'appelle Zava Gdola. Elle est impure pendant qu'elle saigne, et après son saignement, elle doit attendre 7 jours de propreté, qu'on appelle Shiv'a Nekiim, 7 jours propres. Elle doit faire des vérifications tous les jours pour être sûre qu'il n'y a plus aucun saignement. Et ce n'est qu'après 7 jours qu'elle va au mikvé. D'ailleurs, c'est le din des nidas de nos jours. Elles vont au mikvé après 7 jours propres. Ensuite, on a par exemple le Metzora, un homme qui avait de la lèpre à l'époque, eh bien, il était aussi considéré comme tamé. Et s'il touche un homme ou un kéli, il le rend tamé. Il existe par exemple la toum'a d'un sheretz, un reptile mort, communique de la toum'a. Ou bien une charogne, une nevela, c'est aussi une source d'impureté. Alors quel est le statut d'une charogne? Avatoum'a. Un reptile mort, avatoum'a. Une nida aussi, avatoum'a. Une zava, avatoum'a. Un baal keri, un zav, avatoum'a. Tout cela, ils ont le statut de avatoum'a. Ça veut dire qu'ils peuvent communiquer la toum'a à un niveau de plus. En touchant un homme ou un kéli, ils l'ont rendu rishon la toum'a. Il n'y a que le mort qui lui est avi avot à toum'a. Sa contagion, elle va plus loin, à un niveau de plus. Tout ça, c'était pour vous dire que quoi? Ce qu'on va étudier au début de la Maseret, ça n'a pas d'implication de nos jours. Ça n'a pas d'incidence sur notre vie. Car de nos jours, la notion de pureté et d'impureté n'a plus d'impact. Tout ce qu'on mange est impur. Nous-mêmes, on est impurs. On a bien été au cimetière quelque part. On a touché quelqu'un qui était déjà au cimetière, qui était au contact avec le mort. On était sous le même toit avec un mort. Automatiquement, on est tme'im. La seule chose qui pourra nous permettre de nous purifier totalement, c'est lorsque viendra le Mashiach et qu'on on va procéder à l'élaboration des cendres de la vache rousse, n'est-ce pas? Après qu'on ait une vache rousse, après la shrita, qu'on ait brûlé toute la vache rousse sur le harazetim, et ensuite on prend ces cendres mélangées aux eaux lustrales, et que le Kohen va nous asperger dans le Beth Amikdash, et ainsi de suite. Il y a même en dehors du Beth Amikdash, mais on aura la cendre de Para Adouma. En effet, à ce moment-là, on pourra se purifier totalement. De nos jours, tout ce qu'on mange, ça peut être impur, ce n'est pas grave, il n'y a pas d'interdiction de manger un aliment impur. La nida, si elle touche un aliment, il est impur, et alors on peut le manger après, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de issour. Le seul issour, c'est de manger la terouma impure. Par exemple, un Kohen, s'il mange la terouma qui est impure, il commet une infraction. Ou un Ben Israël, s'il mange un korban qui est impur, il commet une infraction. Alors, ce qu'on va étudier dans le début de cette Maseret, c'est les lois d'impureté de la Nida. Pas les lois d'interdiction d'une relation avec une Nida, c'est pas le côté interdiction qui va nous intéresser au début de la Maseret. Ça sera traité dans les chapitres suivants. Mais au début, on va être dans la théorie. On va être dans un monde théorique, c'est celui de la pureté et de l'impureté physique, qui n'est pas une interdiction par rapport à tout ce qui est Cholin, mais qui est une interdiction par rapport à ce qui est Kodesh. Ou bien même des tzadikim qui étaient des ultra mahmir et qui mangeaient même le Cholin al Taharat Kodesh. C'est-à-dire que ils faisaient attention que même ce qu'ils mangeaient qui était profane, qui est un aliment classique, ils voulaient le manger dans un état de pureté. Il paraît que Rabbi Yaakov Abersera Zatzal ou Baba Salé Zatzal faisaient attention à cela. Ils ne mangeaient pas des aliments qui étaient au contact, par exemple, d'une femme qui était nida, qui a touché. Alors, ou bien, par exemple, lorsque Sarah Imenu avait pétri de la pâte pour donner à ses invités, Abraham Avinu lui a dit à Sarah, Louchi va assir au God. On a 3 invités, c'était des anges, ils pensaient que c'était des hommes. Prépare-leur des galettes, c'est Pessah.
elle a pétri. Quel âge elle avait à ce moment-là? 89 ans. Les anges étaient venus lui annoncer qu'elle allait avoir un enfant. Quel était le miracle de cette journée? Eh bien, elle qui était ménopausée, elle a eu ses règles. C'est marqué dans le passouk, Hadal lihyot le Sarah orach kanashim. Sarah n'avait plus ses règles, ses menstruations. Et pourtant, elle est redevenue jeune. Elle a eu à nouveau les règles. Elle a rajeuni. Comme elle a dit, Ahare beloti haitali edna. Alors que j'ai flétri, j'ai fané, j'ai retrouvé toute la beauté de ma jeunesse. Toutes ces rides ont disparu, et ainsi de suite. À 90 ans, elle a eu son enfant, Yitzhak Avinu alav shalom. Eh bien, figurez-vous que Avraham Avinu voulait donner à ses invités du pain aussi. Vek hapat lechem, vesa'adu libechem, ahar ta'avoru. Mais finalement, il leur a donné de la viande, il leur a pas donné le pain. Pourquoi? Parce que Sarah est devenue Nida. Persa, Sarah, Nida. Et elle a touché la pâte est devenue Tamé. Et donc il n'a pas donné à ses invités la Touma. Bien que ce n'était pas de la Terouma, ce n'était pas du Kodesh, c'était une matzah classique. On peut manger une matzah classique. Mais les suprat tzadikim, il faut attention de ne pas manger des aliments impurs, même si ce n'est pas interdit. Ça s'appelle Ochle Hulin al Taharat Kodesh. Des gens qui mangent du Hulin, des aliments profanes, comme si c'était des aliments sacrés, qui étaient sensibles à l'impureté. Alors maintenant, de quoi va nous parler cette Mishnah? Elle va parler du cas de la Nida qui a touché un aliment, qui était Terouma, ou un aliment qui était Kodesh. Et donc, on le sait, une fois que la Terouma, elle est tamée, le Kohen n'a pas le droit de manger. Une fois que le Korban est tamé, on n'a pas le droit de le manger. Alors maintenant, la Nida. Écoutez quelque chose de beau et qui sera le traitement de notre Mishnah qu'on va étudier immédiatement. Quel est le din si la Nida, la femme, a fait une vérification? Elle a pris un tissu qu'on appelle un aide, un témoin. Elle a fait une vérification et elle a trouvé entre les parois vaginales une tache de sang. Eh bien, elle est Nida. Le sang n'a pas besoin de sortir complètement à l'extérieur. Même s'il était à l'intérieur, elle est Nida par rapport à cet écoulement. Il y a la coloration. Comment? Je n'ai pas entendu. Répétez. Coloration du sang. Oui, je parle du sang. Quand on dit du sang, il n'y a pas de doute, c'est du sang. La coloration, c'est juste pour savoir est-ce que c'est rouge ou pas rouge, est-ce que c'est du sang ou pas du sang. Mais si c'est du sang, alors elle est Nida. Maintenant, quelle est la question? Cette femme-là, maintenant qu'elle a fait une vérification, elle a trouvé une tache de sang à l'intérieur. La question se pose, depuis quand cette tache de sang est là? Depuis hier? Depuis avant-hier? Il y a 10 jours? Il y a 2 semaines? Tout ce qu'elle a touché comme Taharot, tout ce qu'elle a touché comme Taharot, comme Trouma et Kodesh, pendant toute cette période-là, Elle ne savait pas. elle ne savait pas. Mais maintenant, ces aliments, est-ce qu'ils sont tamés ou pas? Par exemple, Monsieur Cohen va venir, il va dire, cette terouma-là, est-ce que je peux la manger? On lui dit, mais Madame Cohen, Madame Israël, avant-hier, elle avait touché cette terouma. Et elle était impure ou pas? Elle était Nida ou pas? On ne sait pas. Aujourd'hui, c'est sûr qu'elle était Nida. Mais est-ce que hier, avant-hier, elle était Nida? On ne sait pas. Qu'est-ce que... Alors, on va voir tout de suite. Pourquoi est-ce qu'elle aurait fait des bdikot? Parce qu'elle était femme? Non. Elle était Théora. C'est une femme qui était Il pure. n'y a pas de problème du tout, pourquoi il y aurait un souci? Ah, Parce que bon. sa période? Non, parce que maintenant... Alors écoutez ça. On a trouvé une... Alors pourquoi tu me dis là? Et écoutez ça. Cette femme-là, aujourd'hui, elle a trouvé qu'elle est Nida. Mais comment elle a trouvé qu'elle était Nida? Au travers de cette Bédika. Maintenant, cette Bédika-là lui a permis de trouver du sang là-bas. Mais imaginons qu'elle n'ait pas fait de Bédika depuis 10 jours. Elle était pure. Alors la question se pose. C'est vrai qu'elle était pure à un moment donné. Mais elle est devenue aussi impure à un moment donné.
Quand est-ce qu'elle est devenue impure? Maintenant qu'elle a trouvé, mais elle a trouvé ce qui était dedans. Et depuis quand c'était dedans? Depuis que ça a coulé? Et quand est-ce que ça a coulé? À l'instant. Maintenant, ça a coulé à l'instant? À l'instant. Mais peut-être ça a coulé hier. Moi, je veux que ce soit à l'instant. Pardon? Je veux que ce soit à l'instant. Pourquoi je veux? Parce que moi, j'ai trouvé, non. Moi, madame, je veux que c'est à l'instant. Pourquoi je vais dire hier? Il faut que je sache, il faut une sortie. Moi, je dois savoir, à un moment, une femme, elle sait à peu près ses règles. Hier, avant-hier, demain, elle connaît son cycle. Je vous pose une question. Elle a trouvé du sang. Est-ce qu'elle sait depuis quand il est là? Non. Non. Sûr, non. Alors, puisqu'elle ne sait pas depuis quand il est là, est-ce qu'il peut être là depuis avant-hier? Oui. Oui. Est-ce qu'il peut être là depuis 3 jours? Oui. Oui. Est-ce qu'il peut être là depuis 10 jours? Oui. Alors, depuis quand il est là? Personne ne sait. Puisque personne ne sait, alors on a un doute. On connaît la règle en général. Ça fait que des oraïta, la humra. Alors, si je dis que dans le doute on s'abstient, alors maintenant, cette femme-là, elle a touché pendant 10 jours toutes sortes de terouma et de korbanot. Monsieur Cohen, il dit, est-ce que je peux manger la terouma? On lui dit, ah, on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce que madame l'a touchée. Il vous dit, mais elle était nida ou pas? Il dit, ah, on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce qu'aujourd'hui, elle a trouvé. Aujourd'hui, c'est sûr qu'elle est nida, mais hier, on ne sait pas. Alors, c'est de cette question que la Gemara va traiter, que la Mishnah va traiter. Et on a 3 opinions. L'opinion de Shammai, de Hillel et de Hachamim. Écoutez ce que disent Shammai. Shammai dit, nos problèmes. Arrête de te prendre la tête avec des faux problèmes. Aujourd'hui, elle a trouvé la tâche. Aujourd'hui, elle est nida. Point final. À partir d'aujourd'hui, elle est nida. Ne te pose pas la question par rapport à hier ou avant-hier. Faut pas poser la question. Hillel n'est pas d'accord. Hillel va dire, tu veux savoir depuis quand le doute a lieu? Depuis quand on se pose la question? Eh bien, depuis la dernière vérification. Si par exemple, il y a 10 jours, elle avait fait une bédika, ce qu'on appelle dans la Mishnah Pekida. Elle avait fait une Pekida, elle avait fait une vérification. Et à ce moment-là, elle a trouvé qu'elle était pure, qu'elle était théora. Et aujourd'hui, elle a trouvé qu'elle est impure. Alors, Hillel dit, eh bien, depuis la seconde après la vérification précédente, il y a 10 jours, il est possible que dans cette seconde, juste après la vérification, la tâche est arrivée. Et de ce fait, pendant 10 jours, on a un safek. Et tout ce qu'elle a touché pendant 10 jours, c'est frappé d'interdiction pour un Kohen ou un Ben Israël manger ce korban. Pourquoi? Parce que peut-être c'était tamé. Et vous savez quel est le din lorsque nous avons une terouma qui est tméa ou un korban qui est tamé? Alors écoutez la halakha. Une terouma ou un korban qui est tahor, on peut le manger. Au contraire, c'est une mitzvah de manger. Si c'est tamé, non seulement qu'on n'a pas le droit de manger, il faut brûler la terouma tméa. Il faut brûler le korban qui est tamé. Très bien. Qu'en est-il d'un korban ou d'une trouma qui est frappé de safek? Il y a un doute. Peut-être tamé, peut-être pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on fait ce qu'on appelle tolin. Tolin, ça vient du mot talouille, en suspens. Lo ochlin, velo sorfin. Tu ne peux pas brûler parce que peut-être c'est pur. Tu n'as pas le droit de brûler une terouma qui est pure, un korban qui est pur. Tu n'as pas le droit. Manger, tu ne peux pas, parce que peut-être c'est impur. Alors tu laisses en suspens. Tolin, lo ochlin, velo sorfin, on laisse pourrir, tout seul. Maintenant les amis, Hillel Azaken, vous savez ce qu'il disait? Il disait, mipkida lipkida. Aujourd'hui elle a vérifié, elle a vu qu'elle est impure. Il y a 10 jours, par exemple, ou il y a 12 jours, elle avait vérifié, elle était pure. Hillel Azaken dit, eh bien, le doute, il plane sur toute cette période de 10 jours ou 12 jours. Parce que toute cette période-là, on ne sait pas depuis quand la tache de sang, elle est présente. Alors, si tout ce qu'elle a touché pendant cette période ne pourra pas être mangé, ça restera pourrir tout seul. On parle de Terouma et de Kodesh. Maintenant, Hachamim arrive et ils font un compromis entre Hillel et Shammai. Ils disent, nous, on n'est pas aussi indulgents que Shammai et on n'est pas aussi exigeants que Hillel. On fait un compromis. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent, le maximum de temps qui peut être frappé de safek, c'est 24 heures.
me'et le'et. Ça veut dire que la tache de sang, elle ne peut pas rester ici si longtemps. 5 jours, 10 jours. Non! S'il y a une tache de sang, tôt ou tard, elle va couler. Combien de temps elle peut rester ici, cette tache de sang? 24 heures. Maximum 24 heures. Donc, s'il y a lieu de se poser la question, est-ce que c'est depuis 24 heures qu'elle est tamée ou depuis 10 jours? Eh bien, pas plus que 24 heures. Et donc, tout ce qu'elle a touché pendant ces 24 heures sera frappé d'interdiction de manger parce que c'est peut-être une teroumat mea, peut-être un korban tamé. C'est plus raisonnable. Et même mieux encore, c'est que si pendant ces 24 heures elle a une bédika, parce que les hachamim avaient dit à l'époque que toutes les femmes devaient faire une bédika tous les matins et tous les soirs. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on touchait beaucoup, on donnait la terouma au Kohen, on mangeait le korban au Beth Amikdash, on avait toujours affaire avec la terouma et les korbanot. Alors il fallait être sûr qu'on était pur avant de toucher un korban ou de la terouma. Il fallait être vigilant. Donc les hachamim avaient dit qu'une femme, elle devait systématiquement, tous les matins et tous les soirs, se faire une bédika, une vérification, pour être sûr qu'elle n'est pas nida. Alors écoutez maintenant, si elle a fait la bédika le matin, Nahon, et que il n'y avait rien, il n'y avait pas de sang, et le soir elle a trouvé du sang, donc c'est sûr que tout ce qu'elle a touché avant le matin, c'était tahor, donc pas de problème. Donc qu'est-ce qui va être frappé du doute? Que la journée, mais pas la nuit précédente. Donc le maximum de Toum'a, c'est 24 heures, le maximum de Safek, c'est 24 heures, et parfois c'est moins de 24 heures. C'est depuis la dernière Bédika. Alors c'est ce que dit la Mishnah. Ou bien le dernier Me'et Le'et, dernier 24 heures, ou bien dernière vérification. Mipkida, Lipkida. Ça c'est Hachamim. Regardez la Mishnah maintenant. Shammai Omer, Kol Hanashim, Dayan Sha'atan. Shammai va dire, toutes les femmes qui ont trouvé une tache de sang, eh bien, Dai Sha'atan, ça suffit de dire qu'elle est Tméa maintenant. Tu as déclaré qu'elle est impure, ça suffit de déclarer qu'elle est désormais impure. Mais il ne faut pas parler de rétroactivité. Il ne faut pas dire qu'elle est impure, l'Ema Freya, depuis hier ou avant-hier. Pas du tout. Ce n'est que à partir de cette Sha'a. Dai Sha'a. Dayan Sha'atan. Ça suffit que tu dises qu'elle est impure maintenant. Point à la ligne. Hillel Omer, Mipkida Lipkida. Hillel va dire non. C'est depuis la dernière vérification. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Une Pekida. Elle a fait une vérification. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Qu'elle est impure. Il y a par exemple 10 jours, elle avait fait une vérification. Elle était pure. Eh bien, juste après la dernière vérification, où elle était certainement pure, déjà depuis ce moment-là, plane le safek, plane sur elle le doute que peut-être que le sang a coulé d'elle depuis il y a 10 jours après la dernière bdika. Va filou le yamim arbe, même de nombreux jours. Va hachamim omrim, c'est les initiales de Hachamim Omrim. Lo ke divreze, ve lo ke divreze. Hachamim disent ni comme Hillel, ni comme Shammai. Et là, seulement voilà comment ils disent. Me'et le'et. C'est quoi Me'et le'et? 24 heures. Me'et le'et. Par exemple, maintenant, quelle heure il est? 18 heures. Hier, c'était à 18 heures. Donc, hier à cette heure-ci, jusqu'à maintenant, il y a combien d'heures qui se sont écoulées? 24 heures. Me'et le'et. Mema'etet aliyad mipkida lipkida. Ou mipkida lipkida, mema'etet aliyad me'et le'et. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout dépend du laps de temps le plus court. Si par exemple, le me'et le'et, les derniers 24 heures, c'est plus court que la période depuis la dernière vérification, comme j'ai dit par exemple, elle a fait une vérification il y a 5 jours. Et dernière 24 heures, qu'est-ce qui est plus long et qu'est-ce qui est plus court? 5 jours, c'est plus long que 24 heures. Alors qu'est-ce que je prends comme référentiel? Le plus court. Me'et le'et. Mema'et aliyad mipkida lipkida. Et si le contraire, la dernière vérification, elle est encore plus proche que 24 heures,
Alors je prendrai quoi comme référentiel? La référence sera quoi? La dernière vérification, la plus petite durée, le laps de temps le plus court. Mipkida l'ipkida, memaret aliyad meret leret. C'est pour ça que c'est marqué devant même arrêt. On diminue encore dans les jours et dans le... Exactement. Ils vont pas y mettre 4 fois la main, 4 fois le même terme. Lisez ce qui vous étonne. Lisez. C'est marqué la meret leret à l'ipkida l'ipkida, ou l'ipkida l'ipkida, memaret aliyad meret leret. Est-ce que vous vous posez toujours la question ou bien vous avez compris en lisant? Ça y est, j'ai compris. Bravo. Alors maintenant, Kol Isha Shiyeshlah Veset Daya Shata. Merci beaucoup. Maintenant, la Mishnah nous dit il existe deux sortes de femmes. Celle qui a des règles régulières et celle qui a des règles irrégulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous avez des femmes qui ont des règles tous les 28 jours. Alors, on sait que tous les 28 jours, normalement, elles devraient avoir ces règles le 28e jour. Ou bien, par exemple, vous avez des femmes qui ont leurs règles tous les 10 du mois. Le 10 Kislev, le 10 Tevet, le 10 Shevat, le 10 Adar. Bien que vous avez des mois pleins et des mois creux, des mois de 29 jours, des mois de 30 jours, n'est-ce pas, dans le calendrier hébraïque? On a des mois de 29 jours. Alors comment est-ce qu'elle pourrait avoir un V7 kavua, c'est-à-dire une menstruation régulière, tous les mois? Mais comment c'est possible? Encore tu me dis tous les 28 jours, alors elle a une horloge physiologique, je comprends. Mais comment tu peux dire que tous les 10 du mois? Mais il y a des mois pleins, il y a des mois creux. Réponse, c'est que la femme est lunatique. La lune progresse pendant 15 jours et elle régresse pendant 15 jours. Et c'est comme ça, tous les mois, il y a un cycle lunatique. Le cycle lunaire, c'est l'homme est statique comme le soleil, la femme est lunatique comme la lune. D'ailleurs, même au niveau psychologique, comme au niveau physiologique, la femme a des variations. Ce qui la fait rire aujourd'hui, la fait pleurer demain. C'est pas la peine de jouer avec des blagues qui ne sont pas sympathiques, d'accord? Donc ça veut dire que elle a des moments, des humeurs, des états d'âme qui sont liés à la cascade hormonale. Il y a des moments où elle est très joyeuse, il y a des moments où vous pouvez avoir très triste. Eh bien, c'est lié au Orach Kenashim, d'accord? C'est lié au Yareya. Donc on peut avoir Veset Kavua. Et il y a encore dans la Halacha d'autres notions de Veset Kavua, des règles à des moments précis qui sont fixes. Eh bien, on nous dit qu'une femme qui a fait une vérification le jour où elle devait avoir ses règles et qu'elle a eu à ce moment-là une tache de sang, la Mishnah nous dit, dans ce cas, tout le monde est d'accord qu'on ne se prend pas la tête en disant depuis quand la tâche est là. On dit aujourd'hui elle devait avoir ses règles, aujourd'hui on l'a trouvé, c'est bon, c'est à partir d'aujourd'hui, mais pas d'hier. Donc ça c'est pour une femme qui a un Veset Kavua. La mahloket entre Hillel et Shammai et Hachamim, c'est par rapport à une femme qui a ce qu'on appelle Veset chez Eno Kavua, des règles qui ne sont pas régulières. Encore un cas de figure où le doute peut être restreint. Hameshameshet be'edim, harezu kipkida, ou memaetet aliyad me'et le'et, be'aliyad mipkida l'ipkida. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, comme je l'ai dit, les Hachamim avaient imposé à ce qu'une femme se tienne dans un état de pureté absolue, puisqu'il touchait la terouma, il touchait les korbanot. Alors on lui demandait de faire une vérification avant et après une relation intime avec son mari, pour être sûr qu'elle n'était pas Nida. Alors regardez, il y avait une vérification juste avant, une vérification juste après. Figurez-vous, je vous ai dit par exemple, tous les matins et tous les soirs, les femmes faisaient une vérification, comme je vous l'ai dit, pour être sûr que ce qu'elles touchent, c'est un homme. Alors, quel est le din? Imaginons, au milieu de la nuit, elle a eu une relation avec son mari. Après, elle a fait une bdika. Je vais donner un exemple, je vais donner des heures. Le début de la nuit, c'était 6 heures du soir. La fin de la nuit, c'est 6 heures du matin.
À minuit, elle a une relation. À minuit et demi, donc elle a une vérification, d'accord. Maintenant, elle a touché des aliments entre minuit et demi et 6 heures du matin. D'accord? À 6 heures du matin, une vérification, il y a une tache de sang. Alors à partir de minuit. Alors maintenant, je vous pose la question. Tout ce qu'elle a touché pendant toute la nuit, pas seulement depuis minuit et demi, tout ce qu'elle a touché depuis 6 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin, tout ce qu'elle a touché pendant la nuit, est-ce que c'est considéré safek-tamé? Car peut-être cette tache de sang qu'elle a trouvée le matin, elle a eu depuis le début de la nuit, ou pas? Réponse non. Quelle est la preuve que non? C'est que elle a vérifié après la relation avec son mari, elle a vérifié, elle a vu qu'il n'y avait rien. Très bien. Alors c'est quoi le hidouche de la Mishnah de nous dire ça? Ça paraît tellement évident. Je vous ai posé la question, vous avez répondu spontanément et avec justesse. Donc vous aviez raison. Quel est le hidouche de la Mishnah? La Mishnah te dit, tu sais, si elle a fait une bédika avant et après la relation avec son mari, la Gemara dit que la bédika d'avant, elle n'est pas fiable. Car elle est rapide, elle fait très vite, elle fait pas un tour de 360 degrés entre les parois vaginales. Donc c'est surtout la bédika d'après qui est plus fiable. Mais la Gemara dit, alors c'est quoi le chidouche? Même après, c'est pas un chidouche. Écoutez le chidouche. C'est que il y avait lieu de penser que le spermatozoïde, c'est-à-dire le zéra du mari, ce liquide aurait pu recouvrir la tache de sang et elle l'a pas retrouvé lors de cette bédika. Et peut-être que cette bédika n'est pas fiable. Et peut-être qu'il faut prendre en considération la bédika du soir, du début du soir, c'est-à-dire celle de 6 heures du soir. Elle a fait une... Alors, je répète, il y a 4 bdikotes. Une à 6 heures du soir, une à minuit, une à minuit et demi, et une à 6 heures du matin. Alors, on aurait pu penser que celle de minuit et demi, celle de minuit, elle n'est même pas fiable. Elle est rapidos. Celle de minuit et demi, aussi peut-être qu'elle est recouverte de liquide. Alors elle n'est peut-être pas fiable. Alors laquelle il faut prendre en considération? La bédika première, celle du début de la nuit, celle de 6 heures du soir. On te dit non, tu peux te fier à la bédika d'après la relation et tu ne dis pas que peut-être le liquide a recouvert la tache et que tu ne l'as pas trouvé. Tu dis que s'il y avait une tache, on l'aurait trouvé. Si on n'a pas trouvé, c'est que tout va bien. Donc à partir de quand je me pose la question? Depuis après la bédika numéro 3. Je répète, il y a eu 4 bdikotes. Une au début de la nuit, une à la fin de la nuit et 2 au milieu de la nuit. Eh bien, entre la 3 et la 4, c'est une période qui est frappée de doute, de safek, que peut-être à ce moment-là, elle avait eu cette tache de sang. Donc, ça rétrécit davantage le laps de temps où plane le doute. De minuit et demi à 6 heures du matin. C'est ça? Exactement, bravo. Après la relation. Donc les 4 bdikotes sont cachées, elles sont bonnes. Non. 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 Celle du milieu, elle n'est pas bonne. Ah oui. La deuxième n'est pas bonne. Pourquoi elle n'est pas bonne? On vient de dire qu'elle fait ça rapide. Et alors, ça change rien. Puisque la troisième, elle est bonne. Alors, on a dit que Mais la c'est... deuxième, elle fait rapide. D'accord. Rappelez-moi votre prénom. Rappelez-moi votre prénom. Daniel. Oh, maintenant je comprends. C'est pas un contradicteur, hein. Rabbi Daniel Shalita, entre minuit et minuit et demi, c'est-à-dire entre la deuxième et troisième vérification, qu'en est-il des taharot qu'elle a touchées? C'est safek tamé ou pas? Qu'en dites-vous? Si la bédika est bonne, il n'y a pas de safek. Alors, répondez-moi, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Elle est bonne. Faux. On vient de dire que la deuxième dika, celle qui est juste avant la relation, comme elle n'est pas faite convenablement, elle fait rapidement, légèrement, elle ne fait pas 360 degrés, donc on ne peut pas se fier à cette bédika. La seule qui est fiable, exactement, c'est celle d'après. Entre minuit et demi et 6 heures du matin, c'est là où plane le doute. Mais si j'ai pris celle de minuit, la dernière, donc là on a dit entre minuit et demi, c'est la première qu'on n'était pas bonne. On a dit que le safek, ce sera la première. Laquelle? De minuit. Oui. C'est sur celle-là qu'il y a le safek. Celle-là, il n'y a pas de safek, puisque maintenant on a vu qu'elle était encore pure. Elle était encore pure, même à minuit et demi, elle était encore pure. Ah non, non, le safek, il est sur laquelle? Juste la seconde qui suit minuit et demi. Minuit 31. Entre minuit 31 et 6 heures du matin.
Quand je crie, on me comprend. Vous avez compris ce que je dis. Juste après la Le troisième safek qui mitzvah, plane. un doute de la Vous voyez où est-ce qu'il y a le doute? Il n'y a pas de doute entre 6 heures du soir et minuit et demi. Le doute, il a lieu que... Bravo! La seconde qui suit minuit et demi. Parce qu'à partir de là, commence à planer le doute. Lequel doute? Que ce qu'elle a trouvé comme tâche à 6 heures du matin, peut-être que c'était là depuis minuit 31. D'accord. Voilà. C'est dur, Daniel, hein? C'est dur la vie d'artiste. La fin de la Mishnah. Ketzad daya sha'ata, haïta yoshevet bamita, ve'asuka betaharot, upersha vera'ata, hitmea vehen teorot. Afalpi shamru metam'a me'et le'et, enamona et la misha'a shera'ata. On va terminer la Mishnah ainsi, en disant que, qu'est-ce que c'est que, quel est le cas concret? La Mishnah nous donne une illustration du cas concret de tout ce qu'on vient de dire. Ketzad dayashata, lorsque Bet Shammai on dit dayashata, ou bien même Bet Hillel sont d'accord lorsqu'il s'agit d'une femme qui a, comment on appelle ça, un V7 kavua, que dayashata. Dans tous ces cas de figure, comment est-ce que concrètement ça a pu se passer? Haïta yoshevet bamita, elle était assise sur son lit. Ve'asuka betaharot, elle avait dans la main toutes sortes de légumes, toutes sortes de fruits, toutes sortes de pâtes. On a expliqué au début, taharot, c'est tous les aliments ou les kelim. Alors, je vais expliquer ça tout de suite. Elle avait touché des taharot. On était sûr que c'était des taharot. Mais maintenant qu'il s'est avéré qu'elle est tméa, on ne sait pas depuis quand elle est tméa. Peut-être qu'elle est tméa les mafreya. On te dit non. Enfin, je vois qu'il comprend. Haïta yoshevet bamita ve'asuka betaharot. Elle avait touché des taharot, des objets qui étaient théorim. Ou percha. Elle s'est levée du lit et elle est partie. Vera ata. Et là maintenant elle a trouvé du sang. Hit mea. Elle, c'est sûr qu'elle est tamée depuis maintenant. Aval, vehen tehorot, c'est qui hen? Hamita, le lit, et les taharot, les aliments tahor qu'elle avait touchés, tout ça, ça reste tahor. Et la Mishnah conclut, afalpi she amru, metam'a me'et le'et, et namona et la misha'a shera'ata. Attention, nous dit la Mishnah, c'est pas parce qu'on a un safek rétroactif par rapport à Mipkida, Lipkida ou Me'et Le'et, qu'elle va commencer à compter les jours de Nida depuis le Mafreya. Non, elle commence à compter depuis le moment où elle est avec certitude Nida, pas le moment du Safek. Le Safek, c'est que pour les Taharot. D'ailleurs, je tiens à vous dire que tout ça, c'est une Humra des Rabbanan par rapport à la Terouma, par rapport au Kodesh. Mais pas par rapport au mari. Le mari, on va pas dire que peut-être qu'il était avec une Nida. Sa femme, elle est devenue Nida maintenant, oui, aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Que peut-être quand il était avec elle hier, alors il était avec une Nida. Has ve shalom. Il n'est pas responsable. C'est seulement Midera Banan qu'on considère qu'elle est Nida rétroactivement, soit Me'et Le'et, soit Mipkida Lepkida. Maintenant, je vais juste vous donner l'eau à la bouche, et après Arvit, ceux qui le souhaitent, je vais continuer Be'ezrat Hashem le DAF juste après Arvit. Je termine le DAF très rapidement, mais la question fondamentale, pourquoi Shammai ont été tellement indulgents? Comment ça se fait qu'ils, eux justement, qui en général sont très mahmir, très stricts, cette fois-ci ils ont été très cool. Ils ont dit, il n'y a pas de safek. Aujourd'hui tu as trouvé, aujourd'hui elle est Nida, c'est pas la peine de te prendre la tête pour hier. Comment ça se fait? Pourtant ils disent que peut-être la tache de sang, elle était là depuis avant. Écoutez la raison de Shammai qui est extraordinaire. Shammai nous disent, il y a une notion de hazaka. C'est quoi hazaka? C'est une présomption. Lorsque nous avons un contexte de certitude, et ensuite surgit un doute, un safek, la certitude l'emporte sur le safek. Ça veut dire, hier c'était certain que c'était comme ça. Aujourd'hui, ça a changé. C'est certain que c'est autrement.
Mais je me pose la question, depuis quand ça a changé? Depuis maintenant où j'ai trouvé le changement, ou bien depuis hier? On te dit, puisqu'hier, c'était certain que c'était comme ça, alors on présume que c'est resté inchangé, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a que le contraire avec certitude qui peut ébranler une autre certitude. Mais un safek ne peut pas ébranler une certitude. En hébreu, on dit en safek motzi mideh vadai. C'est la formule de la Gemara. En safek motzi mideh vadai. Un safek ne peut pas déstabiliser un vadai. Donc hier, ça fait une dika, elle était pure. Gamarnou, elle est pure. Elle est pure. Et maintenant, tu as trouvé qu'elle est nida. Aujourd'hui, elle est nida. Hier, elle était pure jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, elle est nida que depuis maintenant que tu as trouvé. Tu ne te poses pas la question que peut-être. Parce que le peut-être, il n'a pas de force devant la certitude. C'est ce qu'on appelle Hazaka. Alors, comment ça se fait que Hillel ne tienne pas compte de cette belle svara de Shammai? Hillel disent, quand est-ce qu'on compte sur la Hazaka, sur la certitude précédente? C'est seulement lorsque le changement, le shinouï, il peut arriver par un facteur extérieur, un facteur étranger. Mais là, la femme, c'est pas par un facteur étranger qu'elle va devenir tméa. C'est elle-même, physiologiquement, elle est appelée à changer. Hier, elle n'était pas nida. Aujourd'hui, elle peut avoir un saignement. La nature féminine, elle est faite comme ça. C'est que il y a des moments où elle va devenir nida. Donc cette certitude, tu peux pas me dire qu'elle est inchangeable. Et donc rester inchangée jusqu'à preuve du contraire. Non, j'ai un doute à chaque moment, peut-être qu'elle a changé. Alors c'est vrai que tant que je n'ai pas encore de faille dans la certitude, il n'y a pas de défaillance, je ne me pose pas de questions. Razaka. Mais maintenant que j'ai trouvé la tâche, je suis tout à fait en droit de me poser la question, depuis quand elle est là, cette tâche? C'est pour ça que Hillel va nous renvoyer jusqu'à l'ancienne certitude. C'est-à-dire la bédika précédente, il y a 10 jours, il y a 15 jours, elle a fait une dika. À ce moment-là, elle était certainement théora. Eh bien, le safek est né une seconde après cette certitude. Alors, regardez maintenant la Gemara sur texte. Alors, la Gemara maintenant. Alors, ce qu'on a dit oralement, on va le voir sur texte. La Gemara demande Maï ta'ameh de Shammai. Quelle est la raison de Shammai qui, lui, a été tellement tolérant, indulgent, au point de ne pas du tout prendre en considération le safek, que peut-être cette femme était nida, pas à partir du moment où elle a trouvé la tache de sang, mais peut-être la veille, l'avant-veille, comme le pense Rachamim, soit meret leret, soit mipkida lipkida. Shammai ne prend rien en considération. Pourquoi? Réponse Kassavar, Ha'amed isha al hezkata, ve'isha behezkat teora omedet. Parce que Shammai dit que, jusqu'à preuve du contraire, on considère que la situation reste inchangée. Le contexte précédent, c'était quoi? C'est qu'elle était théora, elle n'était pas nida. Quand est-ce qu'elle a trouvé cette tache de sang? Aujourd'hui? Eh bien, désormais, elle est nida, mais pas hier. Hier, je présume qu'elle était exactement ce qu'elle était avant-hier, et avant-hier comme ce qu'elle était avant-avant, c'est-à-dire théora. Voilà. Alors, la Gemara demande vers Hillel. Alors, Hillel lui-même, pourquoi est-ce qu'il était tellement strict et tellement rigoureux au point de considérer que cette femme est frappée du doute depuis la dernière certitude? Ça veut dire que la dernière vérification, imaginons, elle a eu lieu il y a 8 jours, elle était théora. Alors, qu'est-ce que nous dit Beth Hillel? Une seconde après cette certitude, plane sur elle déjà le safek, le doute. Lama. Réponse, qui amar? Quand est-ce que l'on dit le qui en araméen? C'est pas comme en hébreu. En hébreu, qui, ça veut dire parce que. Mais en araméen, c'est quand est-ce que. Qui amar? Quand est-ce qu'on dit que Hamed davar al-hezkato, tu es sommaire sur la hazaka et tu présumes que la situation antérieure est restée inchangée?
c'est lorsqu'il n'y a pas de défaillance possible de par l'objet lui-même. Aval iteta, mais la femme, kevan demigufa kahazia, puisque la menstruation c'est quelque chose de naturel chez elle physiquement, donc le changement peut avoir lieu à tout instant. C'est la raison pour laquelle on va dire l'homme rinan ukma hazaka. On ne peut pas dire qu'il faut s'appuyer sur la hazaka antérieure en disant, puisqu'avant elle était théora, eh bien elle est restée certainement théora jusqu'à la seconde où on a trouvé la tache de sang, en disant, jusqu'à preuve du contraire, c'est resté inchangé. Ma pitom, pourquoi tu dis que ça reste inchangé? Mais la femme, elle est faite pour changer. Ça veut dire que un jour elle peut être théora, un jour elle peut être nida. C'est la nature. Voilà donc la réponse de Hillel à Shammai. Et maintenant, la Gemara va analyser aussi bien l'opinion de Hillel comme celle de Shammai au travers d'une Mishnah qu'on va trouver dans Masechet Mikvaot. Et à la suite de cette analyse, la Gemara va poser une question aussi bien à Hillel comme à Shammai. Elle va leur adresser cette objection. Regardez la beauté de la question. Maishna mi mikve. Ditnan. Mikve shenimdad venimtsa haser. Kol ta'arot shena'asu al gabav lemafreya. Ben birshut arabim. Ben birshut ayahid. Temeot. La Mishnah dans Masechet Mikvaot nous enseigne que normalement un mikvé doit contenir au minimum un volume d'eau de 40 CA. C'est un volume d'eau qui correspond à 40 CA. Si on a 1 centilitre de moins, le mikvé n'est pas kasher. Si on n'a pas la quantité d'eau minimale de 40 CA, le mikvé n'est pas kasher. Imaginons que le mikvé, jusqu'à présent on était sûr qu'il était kasher, qu'il avait la quantité d'eau requise. Et voilà qu'on a décidé de mesurer. Il y en a un qui a dit, tu sais quoi? Eh bien on mesure. On mesure. Venimtsa haser. Surprise choquante, il manque de l'eau. Il y a moins que 40 CA. C'est quoi le problème? C'est qu'en attendant, combien de gens impurs se sont trempés dans ce mikvé? Combien de nida, combien de kelim qui étaient impurs qu'on a trempés dans ce mikvé? Alors maintenant, tu te poses la question et tu te dis, eh oh, mais maintenant, tous ces kelim qui étaient impurs, et on a cru qu'ils ont été purifiés par ce trempage, mais peut-être que non. Peut-être qu'au moment où on a trempé ces personnes ou ces kelim dans ce mikvé, il était déjà hasser, il était déjà manquant. Et donc, ça remet en cause toutes les immersions de kelim et de personnes qui étaient là. Tous ceux qu'on a cru qu'ils s'étaient purifiés, peut-être sont restés impurs. Mais quand la dernière invitation du mikvé, on va partir de la dernière. Non. Oui, oui. On va reprendre le il y a 4 ans. La dernière fois on l'a vérifié il y a 4 ans. Exactement. La dernière fois on l'a vérifié il y a 5 ans. Voilà. À ce moment-là, il y avait la quantité nécessaire. Aujourd'hui, on voit qu'il en manque. Depuis quand il en manque? Eh bien, depuis le moment où on est sûr qu'il y en avait. Ça veut dire, depuis le jour où on était certain que le mikvé était kasher, le lendemain, déjà, le doute plane. CA correspond à quel volume? Une CA, alors, ça correspond à un volume de 144 E. Prenez un 9, multiplié par 144, c'est une CA. Multiplié par 40. Imaginez-vous un carton d'œuf. Ouais. Oui, j'imagine. Vous avez dedans 144 E, multiplié par 40. Et on ne peut pas imaginer en fait, que le volume en fait, de personnes qui sont venues au mikvé en fait, ont pu en fait, retirer par... Si, bien sûr, c'est ça. Exactement. C'est ça. Il peut y avoir évaporation. Il peut y avoir aussi de l'évaporation. Oui, aussi. Il peut y avoir des gens qui se sont trempés, qui ont pris de l'eau avec eux. Toutes sortes de facteurs dont on ne sait pour quelle raison. Aujourd'hui, voilà, il en manque de l'eau. Alors depuis quand? Question. Eh bien, figurez-vous, la Mishnah va nous dire que c'est pas seulement Safek. Écoutez bien, on considère
que tout ce qui était impur et qui était censé être purifié par ce mikvé reste impur avec certitude. Et quelle est la preuve que c'est avec certitude et pas seulement misafek? Parce que la Mishnah a dit Kol taharot shena'asu al gabav lemafreya, toutes les taharot qui ont été réalisées dans ce mikvé rétroactivement, ben birshut arabim, ben birshut ayahid, temeot, que ce soit dans un domaine public ou un domaine privé, c'est tamé. C'est pas seulement le fait d'avoir dit tamé qui est une preuve que c'est avec certitude tamé, c'est plus que ça encore. C'est le fait d'avoir dit aussi bien dans un domaine public comme dans un domaine privé. C'est quoi l'histoire du domaine privé, domaine public? Écoutez attentivement 5 minutes. Nous avons une halakha à propos de la sota. Une femme sota, c'est une femme soupçonnée d'adultère. Son mari l'avait averti. Il lui a dit, attention, je ne veux plus te voir avec cet homme-là, je flaire qu'il y a ici des choses malsaines. Gare à toi si tu te retrouves en isolement avec cet homme. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des témoins comme quoi elle s'est isolée avec cet homme. Elle prétend qu'elle n'a rien fait, bien qu'elle était en état d'isolement. Elle jure et elle crie son innocence. La Torah nous dit que malgré tout, le doute plane sur elle. Ça fait que peut-être que elle a été avec lui, peut-être que non. De ce fait, elle est interdite à son mari jusqu'à clarification de la situation. Par le biais de quoi? Du Kohen. Il va devoir l'accompagner au Beth Amikdash. Là-bas, le Kohen va écrire et inscrire tout le sujet de la sota sur un parchemin, lequel il effacera dans de l'eau qu'il aura pris, d'une source, qu'il aura mis dans un keli. Il prend quelques graines de poussière du Beth Amikdash, de la terre du Beth Amikdash qu'il met dedans. Et maintenant, après avoir effacé tout le passage de la Torah qui sera là-dedans, il va lui dire maintenant, madame, ou tu avoues, si tu as fauté, eh bien ton mari tout simplement va te donner un guet, bye bye. Si tu prétends que tu n'as pas fauté, il n'y a pas de problème, tu bois ça. Mais attention, si tu as réellement trompé ton mari, tu vas exploser, tu vas mourir. C'est une malédiction. Mais si réellement elle s'était abstenue, elle n'avait pas fauté réellement, au dernier moment elle s'était retenue, eh bien non seulement qu'elle n'allait pas être maudite, elle aurait été bénie. Ça veut dire que si elle était stérile, elle pouvait avoir des enfants, si elle avait difficilement, désormais facilement, ainsi de suite. Et il n'aurait jamais été divorcé. Qu'est-ce qui nous a... Oui, évidemment, il ne va pas être divorcé, au contraire, il va retrouver son épouse. Et désormais, ils reprennent leur relation normalement. Alors écoutez comment la Torah s'est exprimée à propos de la période où plane le doute. Depuis le moment où elle s'est isolée avec cet homme, et le moment de la boisson de ce breuvage, pendant toute cette période-là, elle est interdite à son mari à cause du doute. Mais la Torah, elle n'a pas dit le doute, la Torah dit « venitma'a ». Qu'est-ce que ça veut dire venitma'a? C'est comme si elle est considérée impure pour son mari. Mais étant donné que la Torah a employé le terme impureté au lieu d'employer le terme interdite, c'est pour faire allusion à une autre notion, c'est la Tum'a. La Tum'a, c'est comme on a dit tout à l'heure, on touche un objet impur, on devient impur, n'est-ce pas? De là, on apprend comme ça. Safek Tum'a, Birshut Yahid Tameh, Safek Tum'a, Birshut Arabim Tahor. Quand on a un Safek Tum'a, si c'est dans un domaine privé, alors on est strict et rigoureux, on considère que c'est impur, comme si c'était certainement impur. Et quand c'est un doute, la même chose, le même doute, mais dans un domaine public, c'est pur. Pourquoi? Parce que, puisque la Torah a comparé la Tum'a à la Sota ne peut s'isoler que dans un domaine privé, pas dans un domaine public. À l'extérieur où tout le monde passe, c'est pas un lieu d'isolement. Rien ne peut se passer. Donc quand la Torah a dit que cette femme est interdite à son mari qu'elle est tméa pendant cette période de doute, où ça? Dans un lieu d'isolement, domaine privé, et pas dans un domaine public. La même chose, la Tum'a, ça fait que Tum'a dans Rishut Yachid, c'est tamé, ça fait que Tum'a dans Rishut Arabim, c'est tahor. Alors maintenant, si tu vois que le mikvé qu'on a retrouvé manquant, qui n'a pas les 40 CA requis,
Et on te dit, sache que le mikvé soit dans le Rishut HaYachid, ou mikvé dans le Rishut HaRabim, dans tous les cas de figure, tout ce qui est passé par là et dont on a un doute, c'est tamé. Comment tu peux dire tamé birshut harabim? Mais safek tum'a birshut harabim tahor. Si tu dis tamé, c'est que c'est pas un safek, c'est que c'est certainement tamé. Écoutez Rabotaï, la répercussion. C'est quoi la retombée? La conséquence, c'est que, on avait dit pour ceux qui s'en souviennent au début du cours, on a de la terouma ou du korban qui est tamé, qu'est-ce qu'on fait? On brûle. Si c'est tahor, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Si c'est safek, ni on brûle, ni on mange. On laisse pourrir. Vous vous rappelez? Ce qu'on appelle toline. Mais maintenant, quand tu me dis tamé, birshut harabim, c'est aussi tamé, ça veut dire que c'est tamé avec certitude. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse en suspens ou on brûle? On brûle. Ça veut dire que tu considères avec certitude que rétroactivement, tout ce qui est passé dans ce mikvé est considéré tamé avec certitude. Et pourtant, c'était un safek. Alors là, la kushia, elle est bombardesque. C'est une objection qui s'adresse à Beth Hillel et à Beth Shammai. On dit, les Shammai, kashia les mafreya. Shammai, comment tu as pu dire que on ne prend pas en considération le passé? La femme, elle a trouvé qu'elle est nida aujourd'hui, eh bien désormais elle est nida. Hier, on ne se pose pas de questions. Hier, elle était théora. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle était théora, tu considères chazaka qu'elle est restée théora jusqu'à preuve du contraire. Mais tu vois que dans le mikvé, on ne dit pas ça. On ne dit pas que le mikvé est resté inchangé jusqu'à preuve du contraire. Question sur Shammai. Et maintenant sur Hillel. Les Hillel kashia vadaï. Des ilou me'et le'et shebenida tolin, lochlin velosorfin, des ilou acha tum avadaï. Et par rapport à Hillel aussi, on a une question. Parce que Hillel, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il avait dit? Que c'est safek. Il n'a pas dit que c'est vadaï. Il avait dit que cette terouma, ce kodesh, on ne le mange pas, mais on ne le brûle pas. On le laisse en suspens. Tolin. Alors qu'ici, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Sorfim. Alors comment Hillel peut contredire cela? Alors écoutez la réponse, elle est trop belle. La réponse, Hata mishum deika lememar ahmed tameh al hezkato ve'ima lo taval. La Gemara dit, là-bas c'est spécial. Tu veux savoir pourquoi on est rigoureux et strict au niveau du mikvé? C'est parce que la personne qui s'est trempée dans le mikvé, elle était certainement impure auparavant. Donc elle a une hazaka d'impureté. Après tu dis, elle s'est trempée au mikvé, elle est devenue pure. Mais ça dépend si le mikvé était kasher ou pas. Est-ce que le mikvé était kasher ou pas? Peut-être oui, peut-être non. Mais l'homme, il était certainement tamé. Alors je dis le contraire. Jusqu'à preuve du contraire, il est tamé. L'homme était tamé. Il est rentré au mikvé pour devenir tahor. Alors tu poses la question. Et dis-moi, le mikvé l'a rendu tahor? Ça dépend si c'est un mikvé kasher. Mais maintenant, j'ai trouvé que le mikvé, il n'est pas kasher. Depuis quand il n'est pas kasher? Peut-être depuis aujourd'hui, depuis à 100 ans. Alors on te dit... tamé. Pourquoi tamé? Parce que le tamé, l'homme qui était tamé, qui s'est trompé au mikvé, il était certainement tamé. Il a une hazaka de Touma. Alors qu'est-ce que ça va maintenant avec privé, public? C'est pour cela que même dans un domaine public, où normalement, dans le domaine public, on dit Safek Tum'a Birshut Harabim Tahor, ici on dit Tamé. Pourquoi? Parce que ici c'est pas un Safek, ici c'est un Vadaï. Pourquoi c'est un Vadaï? Car la Hazaka de Vadaï Tum'a qu'il avait auparavant, elle reste Hazaka. La certitude, Parce qu'il était tamé avant. parce qu'il était tamé avec certitude. Comme dans le cas qui dit qu'elle C'est-à-dire Il était tamé avant. Et maintenant il s'est trompé. D'accord, le mikvé, donc il n'est pas cachère. Donc il reste tamé. Mais maintenant on a un Safek, peut-être que le mikvé était cachère. Comment est-ce qu'on sait si le mikvé était cachère ou pas cachère? On n'a aucune preuve, ni pour dire oui, ni pour dire non. Alors c'est ça le truc, c'est qu'on dit que le mikvé, on a un safek. Donc en fin de compte, le mikvé, il n'est pas cachère. Le mikvé lui-même, normalement, on aurait pu dire safek, mais on te dit, l'homme n'était pas cachère, l'homme il était tamé. Donc l'homme il reste tamé. Il reste tamé. C'est l'homme qui reste tamé. C'est pour ça que tu dis que le mikvé il n'est pas cachère, parce que l'homme il n'était pas cachère. C'est par rapport à l'homme, vous comprenez ce que je veux dire? Le safek c'est dans le mikvé, mais la certitude c'est dans l'homme. L'homme il était impur avec certitude. Il s'est trempé dans un mikvé qui est peut-être cachère, peut-être pas cachère. Pareil. Alors maintenant la femme.
Alors maintenant la femme. Par contre la femme, La femme, non. maintenant le pendant. On a compris un côté. Maintenant le pendant, c'est la femme. Par rapport à la femme Nida. Elle a trouvé qu'elle est Nida aujourd'hui. On s'est posé la question, mais depuis quand elle est Nida? On te dit, mais avant, elle était certainement Théora. Alors là, je joue avec la Hazaka de Théora. Je dis, avant, elle était certainement pure, elle est restée pure jusqu'au dernier moment. Si on fait prend la tout Hazaka actif, du si on prend par rapport au rituel, elle reste pure. Exactement. Là, on a une Hazaka de Toum'a, là, on a une Hazaka de Tahara. C'est cohérent. Non, parce qu'il y a une population. Mais une question pratique, Rav. Ah non, commence pas. Donc c'est une question pratique qui n'a aucun rapport avec l'agma. Le mikvé. Parce que là c'est une question d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont vérifiés pour voir si la quantité d'eau est... Bonne question, mon ami. Heureusement qu'on a une rabbanoute sérieuse avec ce qu'on appelle une lishkat à Tahara. C'est une lishka des mikvaot, c'est-à-dire il y a un bureau spécial qui lui est responsable de vérifier tout le mikvaot de la ville. Mais vous avez raison qu'il y a des endroits perdus dans le monde où il y a des mikvés qui ne sont pas sous surveillance. Il faut faire attention. Mais les 41, ils ont tous. Hein, parce mais comme c'est symbolique, ça peut être. Oui, mais il n'y a pas que. Il y a d'autres Il y a d'autres critères. On parle d'un minimum, le 41. Exactement. Regardez Rabotaï, maintenant la Gemara pose une question. La Gemara maintenant pose une question délicieuse. Écoutez la question délicieuse de la Gemara. La Gemara dit, tu as une certitude que le mikvé, une certitude que l'homme était tamé. C'est pour cela que le safek du mikvé ne peut pas le rendre tahor, n'est-ce pas? La Gemara dit, mais attends, mais tu as aussi une certitude que le mikvé était tahor. Tu as une certitude contre une certitude, pourquoi tu as décidé de pencher vers la rigueur, vers la humra, plutôt vers la coulade? Je m'explique. Est-ce que ce mikvé était tahor à un moment donné? Oui. Après tu te poses la question, c'est quand qu'il est devenu manquant? Aujourd'hui tu as trouvé qu'il est manquant. Mais depuis quand? Tu as un safek. Quand il y a un safek, qu'est-ce que tu dis? Va d'après la chazaka antérieure. Quelle était la chazaka antérieure? Il était plein, il y avait de l'eau suffisamment. Donc si tu te focalises sur le mikvé, selon sa chazaka antérieure, il était certainement cachère. L'homme, si tu te focalises sur sa situation antérieure, il était certainement tamé. Mais pourquoi tu as décidé de te focaliser sur l'homme? Focalise-toi sur le mikvé, et là tu seras gagnant dans l'histoire. Au lieu de dire que tu vas rendre tamé l'homme parce que tu dis que autrefois il était tamé, et le safek de Tahara ne peut pas le rendre tahor, mais peut-être que c'est le contraire, le mikvé était kasher, et le safek de pasoul ne peut pas le rendre pasoul. Et donc si tu te focalises sur le mikvé, c'est lui le référentiel, le mikvé, il est kasher, donc l'homme qui est tamé, il s'est trempé dans un mikvé kasher, et donc il doit être tahor. C'est la question bombe de la Gemara. La Gemara répond, elle dit, Hare haser lefanecha. La Gemara dit, tu sais quoi? Regarde ce que tu vois devant toi. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'aujourd'hui, tu as un mikvé défaillant. Comment tu veux dire que cet homme-là, il est tahor? La Gemara dit, Hachinami aredam lefanecha. Excuse me. Alors même pour la femme Nida, pourquoi tu as dit que il n'y a pas de safek? La chazaka, qu'elle était théora avant, c'est plus fort que le safek. Mais voilà, tu vois qu'aujourd'hui elle a du dam. Donc le dam, ça crée une défaillance au niveau de son statut de pureté. La Gemara répond, Hashta ou des hazai. La défaillance, elle vient de naître à l'instant. C'est maintenant qu'elle a vu du sang. Alors la Gemara dit, eh bien, Hanami pour le mikvé, Hashta ou des haser. La défaillance du mikvé, je l'ai constaté qu'aujourd'hui. C'est différent. Quelle différence entre le constat d'impureté de la femme Nida et le constat de non-cacheroute, du manque d'eau dans le mikvé? Les deux, c'est pareil. Écoutez la Gemara. La Gemara dit, Achi Ashta, tu compares l'incomparable. Comment tu peux comparer l'incomparable? Hata mikale memar haser ve'ata, haser ve'ata. Hacha mikale memar hazai ve'atai, hazai ve'ata. La Gemara dit, quel rapport? Au niveau du mikvé, comment
la réduction et la diminution de la quantité d'eau se réalise. Ça se fait au fur et à mesure, progressivement. Ça ne se fait pas en une seconde. À chaque fois, il y a eu de l'évaporation, il y a eu quelqu'un qui s'est trempé, il est sorti, il a pris de l'eau avec lui, et tatati, tatata. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai toutes les bonnes raisons du monde de penser que ça s'est passé à l'époque. Parce que c'est sûr que ça s'est passé progressivement, mais je ne sais pas depuis quand. Tandis que le dam, chez la femme, elle devient nida d'une seconde à l'autre. Ça veut dire que dès que le sang sort, c'est à ce moment-là qu'elle devient nida. Elle bascule du statut de tahor au statut de tamé en une seconde. C'est pas progressif. Et là, la Gemara Rabotai, elle va nous surprendre, je vais dire même choquant. La Gemara va dire, Umaikushia, Dilma Haggas, Haggas, Hazite. Je peux te dire que même chez la femme, ça se déroule progressivement. C'est-à-dire qu'au niveau du sang qui s'accumule dans l'utérus, ça va progressivement se cumule jusqu'à ce qu'à la fin, ça se liquéfie, il y a un débordement, et c'est comme ça que le sang coule à l'extérieur. Mais ça se fait aussi progressivement. Alors pourquoi tu trouves qu'il y a une différence entre le mikvé et la nida? Je n'accepte pas la différence que tu as établie. La Gemara, malgré tout, arrive à tirer son épingle du jeu. Et elle trouve la bonne réponse pour expliquer la différence entre le safek par rapport à la nida et le safek par rapport au mikvé. Pourquoi vis-à-vis du mikvé on a été strict? Rétroactivement, on a rendu impur tous ceux qui se sont trempés dans ce mikvé. Et pour la nida, on ne rend pas impur avec certitude tout ce qu'elle a pu toucher comme taharot auparavant. Quelle est la différence? Écoutez, la différence, elle est trop belle. Hatam ika tarte l'ereuta, hacha ika hada l'ereuta. Tout de même, ici, il y a deux facteurs, et ici, il n'y a qu'un seul facteur. C'est-à-dire, au niveau du mikvé, premièrement, l'homme, il était certainement impur auparavant. Le kéli était certainement impur auparavant, avant de le tremper. Donc déjà, on avait un contexte de certitude d'impureté. Deuxièmement, la défaillance, elle est devant nous. On voit devant nous, avec certitude, un mikvé pas cachère. L'assemblage des deux éléments, c'est-à-dire l'impureté certaine de l'homme ou du kéli, et la défaillance du mikvé actuel, ces deux éléments associés créent une situation d'impureté. Par contre, au niveau de la femme nida, il n'y a qu'un seul élément. C'est que maintenant, elle est nida. Mais autrefois, elle était théora. Donc, on n'a pas un deuxième facteur pour associer à celui-ci pour dire que tout ce qu'elle a touché auparavant est certainement impur. Non. Alors, voilà la différence entre le cas du mikvé et le cas de la nida. Rabotai, je vais terminer avec la dernière question et réponse d'Agmara, qui est exactement la même, sauf que c'est le sujet qui change. Mais maintenant que vous avez compris le débat, c'est le même débat qu'on va retrouver en une minute, on va terminer. L'Agmara dit, encore une question sur Shammai et Hillel. Maïshna, mais Havit, ditnan, haya bodek et Havit, liot mafrish alea teruma veoler, ve'achar kach nimtza chometz, kol shlosha yamim vadaï mikan vailach safek, kashia le Shammai. L'Agmara pose la question sur Shammai. Shammai a dit, on n'a pas peur du passé. On n'a peur que du présent. Maintenant, elle est devenue nida. Maintenant, elle est nida. Tout ce qu'elle va toucher sera impur. Mais dans le passé, tout ce qu'elle a touché est tahor. Et on ne se pose pas la question que peut-être qu'elle était déjà nida auparavant. Maintenant, la Gemara pose une question. Elle dit Maïshna mehavit. Encore une question qu'on va poser sur Shammai. Maïshna mehavit. Quelle différence y a-t-il entre le din de notre Mishnah où Shammai disent no problem. No problem. Elle est nida aujourd'hui, elle est nida aujourd'hui. Ne me dis pas qu'il y a 10 jours avant, elle est peut-être nida, ou même 24 heures. En davar kazé. Le problème est né aujourd'hui, eh bien, il n'existe qu'à partir où il existe. On ne crée pas de faux problèmes en se prenant la tête que peut-être elle était nida depuis avant. Pourtant, ça contredit une braïta. Dites nan, haya bodek et achavit. להיות מפריש עליה תרומה והולך, ואחר כך נמצא חומץ כל 3 ימים, ודאי מכאן ואילך ספק וקשיא לשמיים. Qu'est-ce que ça veut dire?
Vous savez que il faut donner la terouma des fruits d'Eretz Israël au Kohen. On prend 2% et on donne au Kohen. Après ça, on prélève le Maaser pour donner au Lévi ou Maaser Sheni à Yerushalayim. Mais en tout cas, on doit donner au Kohen 2%. Il y a fait. Maintenant, imaginons quelqu'un qui est hacham, un homme très intelligent. Qu'est-ce qu'il fait pour se faciliter la vie? Il a plein de tonneaux de vin. Il a plein de tonneaux de vin. Regardez ça. Les frères et les amis. Regardez. Ici, il y a dedans 100 litres de vin. Lui, il a 50 tonneaux de... Il a 50 tonneaux de 100 litres. 50 tonneaux de 100 litres. Sur chaque 100 litres, il doit prélever combien de litres? 2 litres. Chaque tonneau, il doit prélever 2 litres. D'accord? À qui il doit donner? Au Kohen. Très bien. Il a 50 tonneaux, 50 fois 2 litres, ça fait combien? 100 litres. Alors regardez le hacham. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend d'ici, il prend ici un tonneau, il y a dedans 100 litres. Et il dit, les 2 litres que je dois prélever d'ici, au lieu de les prélever d'ici, je les prélèverai de celui-là. Après, quand il va boire l'autre, il va dire, les 2 litres que je dois prélever vont être, je vais les prélever d'ici. Ça veut dire qu'après qu'il va finir de boire les 50 tonneaux, il va donner au Kohen, quoi? Tout le tonneau entier, où il y a dedans 100 litres de terouma. Puisque dans ce tonneau, il y a les 50 prélèvements de terouma qu'il a fait sur les 50 tonneaux de vin. Puisqu'il avait 50 tonneaux de 100 litres, 2 litres, 2 litres, 2 litres, 2 litres. Voilà, tout va bien. En quoi il est déjà? Hein? Il est pratique. Il est pratique. Pratique. Pragmatique et pratique. Alors regardez Rabotai, qu'est-ce qui s'est passé? Accident de parcours. Il s'avère que tout ce vin-là, c'est du Hometz. Hometz ben Yayin. Le vin a tourné au vinaigre. Le vin est devenu aigre. Vin aigre, vinaigre. Alors, ce n'est pas cachère. Sa terouma n'est pas cachère, mais depuis quand c'est devenu vinaigre, il ne sait pas. Il ne sait pas depuis quand. Et ici, il a plein de tonneaux de vin. Ici, il a plein de tonneaux de vin. Et il sait qu'il a prélevé là-dessus. Cachère ou pas cachère? Alors, on dit comme ça. Le vinaigre, ça lui met 3 jours pour se former. Le vin, pour devenir vinaigre, il lui faut 3 jours de fermentation. Alors, il y a une mahloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, à savoir, quand on a dit que... regardez la Mishnah, comment elle s'exprime. Je répète. Ditnan, Haya bodeket havit, liyot mafrish alea truma veolech. Ça veut dire que ce monsieur-là, il a été bodek la havit, il a dit, ah, c'est du bon vin, tout va bien. À partir du moment où il a fait cette dika, il est tranquille. Et pendant des jours et des jours et des jours, à chaque fois, il prélevait. Et il disait, ici, il y a la terouma de ce tonneau. Ici, il y a la terouma de l'autre tonneau. Et voilà qu'un jour, il s'avère que c'est du vinaigre. On dit comme ça, Kol shlosha yamim vadai. Mikan va'ilar, ça fait. Il ne faut pas lire la parenthèse, Rishonim. Il faut dire Kol shlosha yamim vadai. Mikan va'ilar, ça fait. Kashi ale shamay. C'est quoi Kol shlosha yamim? Mahloket Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Un, il dit que c'est les shlosha yamim rishonim. Et l'autre, il dit que c'est shlosha yamim acharonim. Un, il dit que shlosha yamim arishonim, c'est vadai kacher. Ce n'est qu'après que c'est safek. Et l'autre, il dit non. Toute la période, c'est safek. Et les 3 derniers, c'est vadai. Regardez Rashi en bas, le long Rashi. Plukta de Rabbi Yochanan, vous voyez la 4e des grandes lignes. Kol Gimel Yamim Vadai, les 3 jours c'est Vadai. Plukta de Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi bebaba vatra. Et Perek Amocher et Aperot. Rabbi Yochanan omer Kol Gimel Yamim lehar bdika rishona. Shematzah behazakata Vadai yain.
ואם אמר בתוך ג' ימים הרי זו תרומה על אלו, הסמוכינה כולם מתוקנות. מכאן ואילך ספק. ותרומה היא ויחזור ויתרום. Qu'est-ce que ça veut dire? Les 3 premiers jours, d'après Rabbi Yochanan, le vin était encore vin. Ce n'est qu'après les 3 premiers jours, depuis la dernière vérification, qu'on a un safek, est-ce que le vin a tourné au vinaigre? Et quel est le din quand on a un safek? Itrom, yahzor, vitrom. Ça veut dire ce qu'il a été torem, c'est peut-être Rouma, mais peut-être pas. Alors il faut refaire la terouma. Ce qui est dans le vin est interdit parce que c'est peut-être terouma, il faut le donner au Kohen. Mais il faut refaire la terouma parce qu'il ne peut pas boire sans prélever, car peut-être son prélèvement n'était pas bon. Et Rabbi Yoshua ben Levi dit le contraire. Kol gimel yamim kodem dika harona shenimzet chometz vadai chometz. דכיוון דעכשיו חומץ גם הוא ודאי אין פחות מגימל ימים שהתחיל להחמיץ ואם עשאו בתוך אותם גימל ימים תרומה על מקום אחר אינו תרומה אליבא דרבי דאמר יין וחומץ 2 מינים הם דאי לרבנן הקיימלן תרם מן הרעה על היפה תרומתו תרומה מכאן ואילך למפריע ספק והביאה זו תרומה ויחזור ויתרום על מה בין למר ספקינן רעותה למפריע. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une mahloket bichlal entre Rebi et Chachamim, à savoir, est-ce que le chometz s'appelle yaïn ou pas? D'après Chachamim, le chometz, ça s'appelle yaïn, mais pas un bon yaïn. C'est yaïn ra, c'est un mauvais yaïn. Et la terouma de yafer à la ra'a, c'est aussi trouma. Donc on parle ici que d'après Rabbi, qui a dit que chometz et yaïn, c'est 2 espèces différentes, donc on ne peut pas être torem chometz pour le yaïn. Alors Rabbi Yoshua ben Levi dit comme ça. Les 3 derniers jours, là maintenant j'ai vérifié, chometz. Dernier jour. Là maintenant j'ai vérifié, chometz. Les 3 derniers jours, pour que le chometz devienne chometz, il faut 3 jours. Donc 3 derniers jours, c'est du chometz vadaï. Chometz vadaï. Mais avant ça, safek. Depuis quand safek? Depuis le début, depuis la dernière bdika. Où j'avais vu que c'était du vin, depuis à ce moment-là, c'est safek. Peut-être que ça a tourné. Depuis le prélèvement. Depuis le prélèvement. D'accord? Alors, à Botaï, tous ces prélèvements, c'est mis safek. Et le prélèvement qui ont été faits les 3 derniers jours, c'est pas safek. C'est vadaï que c'est pas d'atrouma. C'est vadaï que c'est du tevel. Et c'est même pas trouma. Parce que c'est du chometz. Alors, en tout cas, que ce soit d'après Rabbi Yoshua ben Levi ou d'après Rabbi Yochanan, ça ne change rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on considère que le safek plane rétroactivement. Alors que d'après Shammai, il n'y a aucun safek qui plane rétroactivement. La femme Nida, on a dit elle est Nida aujourd'hui, et bien aujourd'hui elle est Nida. On ne se pose pas des questions par rapport au passé. Il n'y a pas de rétroactivité. Là-bas, pourtant il y a de la rétroactivité dans le Hadith. Alors, les réponses qu'on va donner maintenant, c'est exactement les mêmes réponses et les mêmes questions qu'on avait déjà vues dans le cas du mikvé. Regardez ça. Hata mishum nikal mimar ha'amed tevel ha'hezkato ve'imar lo nitkan. À propos de Havit, c'est sûr que le yaïn que je veux boire, mes tonneaux, les 50 tonneaux que je veux boire, c'est sûr que c'était tevel. Comment tu veux dire que ces tonneaux, ils vont devenir kasher? Kasher par rapport à un safek motsimi de vadaï, safek chometz, vadaï tevel. Pas bon? Tu as une hazaka que le vin qui était tevel, c'était tevel. Vous savez c'est quoi tevel? Tevel c'est tov lo. Tout fruits et légumes dont on n'a pas encore prélevé la terouma, ça s'appelle tevel. Alors c'est sûr que c'était tevel, les autres tonneaux. Comment tu veux les rendre kasher? Parce que peut-être que le prélèvement est valable. Peut-être que le prélèvement est valable. Si ce vin n'avait pas tourné au vinaigre, mais peut-être qu'il a tourné au vinaigre. Alors là, c'est Vadaï Tevel. Là, c'est Safek Chometz. Et Safek Motsimi de Vadaï. Vadaï Tevel, pas kasher. Voilà pourquoi, même Shammai serait d'accord qu'il faut prendre en considération le passé. Le Safek du passé. Rétroactivement. Depuis la dernière vérification du vin. La Gemara dit, ah bon? Adraba, au contraire. Ahmed Yahin al-Hezkato bimar lo ehmitz. Je peux te dire une hazaka contraire. À l'époque, j'avais vérifié si le vin était bon, j'avais vu que le vin était bon. Alors,
Hazaka, que le vin était bon jusqu'au dernier moment où il n'est pas bon. La Gemara dit, je comprends pas. Mais tu vois qu'il est chometz maintenant, il y a une défaillance. La Gemara dit, ah bon? Haredam lefanecha, la femme aussi, il y a une défaillance. Tu vois qu'elle a eu du sang maintenant. Alors, et Shammai pourtant a dit, le problème il est que à partir de maintenant, pas rétroactivement. La Gemara dit, hashta ou des chazai. Le sang qu'elle a vu, c'est maintenant qu'elle a eu. La Gemara dit, Tamnami, hashtado echmitz. Alors aussi pour le chometz, tu dis que maintenant tu as découvert qu'il est chometz. Il m'a dit, hashta, tu compares l'incomparable. Quel rapport entre la nida et le vin qui a tourné au vinaigre? Hatam, ikalemimar echmitz veata echmitz veata. Acham ikalemimar hazai veata hazai veata. À propos du vin, il y a une progression. Il y a une évolution du vin au vinaigre. Ça se fait progressivement au fur et à mesure que le vin va tourner au vinaigre. Alors, c'est la raison pour laquelle je me pose la question depuis quand ça s'est passé. Et donc, il y a un safek depuis le début. Mais la femme, c'est en une seconde qu'elle devient nida. Dès qu'elle a eu ses règles, elle est devenue nida. Alors, quand elle a vu maintenant, je dis que c'est peut-être maintenant qu'elle a eu. Pourquoi tu vas dire que c'est avant? Agmara dit, ah bon? Maïkouchia, din mahagas hagas hazite. C'est pas vrai? Ne me dis pas que la femme c'est différent du vin, que le vin c'est progressivement, et la femme c'est immédiatement qu'elle devient un nida. C'est pas vrai? Peut-être que là-bas aussi, un débordement. Le flux de sang qu'elle a eu par la suite, c'est quelque chose qui s'est fait par débordement, parce que petit à petit, le sang s'est cumulé dans l'utérus, jusqu'à ce que, finalement, ça s'est liquéfié. La réponse encore, c'est la même. À propos du vin, il y a deux réouta. Premièrement, c'est que le vin qui était dans les 50 tonneaux, c'était du vin qui était Vadaï Tevel. Et d'autre part, j'ai une défaillance actuelle. J'ai découvert que le vin sur lequel j'avais compté, le grand tonneau de 100 litres, je pensais que c'était du vin et je vois que c'est du chometz. Donc la réouta, la défaillance, elle est frappante, elle est tangible, elle est visible. Et d'autre part, j'ai Vadaï Tevel au niveau des 50 autres tonneaux. Alors quand j'associe deux facteurs négatifs, résultat négatif. C'est pour cela que je considère que c'était tamé depuis, ça fait qu'il est depuis le début. Tandis que la femme, c'est maintenant que j'ai découvert, il y a une seule réouta, une défaillance actuelle. Je n'ai aucune preuve que dans le passé il y avait un problème. Dans Tevel, j'ai la certitude qu'il y avait un problème. Lequel? C'est que tout était Tevel, il n'y avait pas de Trouma. Tous les fruits n'étaient pas encore prélevés, donc c'était Tevel. Et maintenant, j'ai une défaillance. Alors, comment tu peux t'assurer que tout va bien dans le passé, alors que chez la femme, il y a une défaillance actuelle. Mais il n'y a rien qui remet en cause le passé. C'est pour ça que Shammai disent, il n'y a eu aucun problème dans le passé. À demain les amis.